Dans 48 heures, nous votons. Les Français votent pour les élections européennes. Est-ce que les plus pro-européens, ceux qui sont réputés comme tels en tous les cas, les centristes ont réussi à se faire entendre dans cette campagne? Eh bien, on va en parler justement avec Jean-Marie Cavada, qui est lui un député, un Européen convaincu et qui est par ailleurs vice-président de l'UDI. Jean-Marie Cavada, bonjour. Bonjour à vous bienvenue. tous, merci. 3 petites questions pour commencer, auxquelles vous répondez si vous le souhaitez, par oui ou par non. Les européennes risquent-elles d'être un avis de tempête sur la politique française? Très clairement, oui. Oui. Cette campagne a-t-elle été à la hauteur des enjeux de l'Europe? Très clairement, non. Très clairement non. Et les médias ont-ils, alors là on se met dedans, accordé trop de place au Front National? Dans plusieurs cas, dans deux cas que je connais et même un troisième, oui. C'est-à-dire? Je ne vais pas citer pour ne pas faire le méchant délateur, mais je vais dire très clairement que je connais une grande chaîne publique qui, à 6 reprises, à une heure de grande écoute, a fait à la leader du Front National une place que seul François Hollande a rattrapée. Il en a fait autant, 6 fois. D'accord. Donc ça ne va pas. Donc ça ne va pas. On va écouter ce que pense une consoeur de BFM TV de la campagne des centristes, justement. C'est la prestation de François Bayrou. Il est parti assister à un match de rugby que disputait Pau en demi-finale de Pro D2, le tout après avoir parlé seulement 10 minutes devant les centristes. Voilà, alors c'était la semaine dernière, il y avait une convention UDI, centriste, Modem, absolument. Et François Bayrou est resté pour faire un petit discours de 10 minutes, et puis après, il y avait urgence, il y avait un match de rugby dans sa bonne ville de Pau. Vous trouvez ça normal? Écoutez, un homme qui aime le rugby ne peut pas être totalement détestable. C'est vrai. Deuxièmement, ça n'est pas exactement de sa faute. La consoeur en question devrait quand même un peu mieux vérifier son calendrier, si elle me le permet, parce que on avait pris beaucoup de retard. Donc il était prévu normalement qu'il passe à son tour. On a pris du retard, évidemment. Il avait un avion à prendre, donc oui, moi ça m'a pas gêné. Non. Il a d'ailleurs prononcé son discours en entier, donc où est le problème? On a quand même le sentiment que les centristes, qui sont la voix de l'Europe, c'est vraiment un des thèmes fédérateurs, si je puis dire, des centristes. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu les cocus de cette campagne, quand même? Alors, je ne vais pas dire que c'est un honneur d'être cocu. Oui. Mais je voudrais dire que ce n'est pas une raison pour déroger à ce que nous souhaitons, c'est-à-dire une Europe, notamment la zone euro, qui soit gouvernée. On ne peut pas avoir un véhicule et personne derrière le volant. Et une Europe qui soit contrôlée démocratiquement de façon encore plus importante. Le pouvoir du Parlement est déjà important, mais il n'est pas totalement complet. Et puis moi, je voudrais que dans la prochaine élection, dans 5 ans, il y ait 2 urnes, comme aux États-Unis. 2 urnes. Dans une urne, vous votez pour votre député. Dans l'autre, vous votez pour le président de l'Europe que vous souhaitez clairement. C'est un des thèmes des centristes pour cet européen. C'est que le prochain président de la Commission européenne soit élu au suffrage universel. Oui, en ce qui nous concerne, par exemple, c'était très simple. Nous avons fait la promotion, entre guillemets, d'un garçon dont nous aimons la capacité, qui est Guy Verhofstadt. Vous avez 2 urnes. Si ce qu'on dit vous plaît, vous mettrez Verhofstadt d'un côté et Sarnez-Cavada de l'autre. Vous croyez que c'est de nature à mobiliser davantage les électeurs? Je pense que ça créerait un lien direct et que c'est nécessaire parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe en Europe? Trop de technocratie parce que les politiques ont déserté la fonction européenne. Depuis Jacques Delors, il n'y a plus de grands patrons politiques en Europe. C'est une sorte de syndicat, vous savez, comme dans les immeubles, une sorte de syndicat de copropriété où chacun prend ses morceaux d'intérêt. Voilà. D'accord. Un score à 2 chiffres, c'est tout à fait imaginable pour vous? Je l'espère, bien entendu, oui, bien sûr. Et ça serait quoi? Plutôt 15, plutôt 12 plutôt... Écoutez, compte tenu de la pluie qui vient de tomber sur les extrémistes hollandais, ce qui me réjouit, parce que, comme vous savez, la pluie de printemps réjouit les veaux. Hein, je voudrais bien que nous puissions avoir un chiffre suffisamment significatif pour montrer que ceux qui défendent très clairement l'Europe, c'est ceux qui étaient en face de ceux qui veulent la détruire. D'accord. La remise en cause de Schengen par Nicolas Sarkozy, ça vous a gêné dans sa tribune? Oui, enfin, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre parce que, en réalité, dans cette affaire, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est Schengen le principe ou est-ce que c'est l'application? Non, c'est l'application. Schengen, c'est un très bon principe. On se met ensemble, on fait une zone de libre circulation. Mais il ne faut pas que ce soit passoire. Or, les moyens mis pour contrôler Schengen sont insuffisants, comme Frontex. Il faut vraiment des moyens, c'est-à-dire un meilleur contrôle, peut-être des drones pour contrôler les frontières, comme font les Américains avec le Mexique, et en tout cas, un véritable, comment dirais-je, périmètre qui soit vraiment sécurisé. Et il ne faut pas limiter l'accès à nos prestations sociales dans les pays riches que sont l'Allemagne, la France, pour éviter qu'il y ait un appel d'air? Très clairement, oui, ça dépend des contrats que l'on a avec les pays d'origine migratoire. C'est-à-dire une préférence européenne, alors? Bien entendu. Il faut une préférence européenne. Très clairement,
premièrement, il faut un délai de cotisation, me semble-t-il, dans un pays, donc de travail, de cotisation, pour pouvoir avoir droit pendant un certain temps. Il faut une deuxième chose, qu'on ait des accords de cotisation sociale avec les pays d'origine. Donc en réalité, tout ça, c'est infra-européen et pas extra-européen. Vous avez lu la tribune de Nicolas Sarkozy, vous avez lu aussi il y a quelques jours la tribune de François Hollande, laquelle vous a semblé la plus pertinente, la plus percutante? Alors, je trouve très franchement que les deux tribunes en question souffrent d'une sorte de, comment dirais-je, de difficulté conjoncturelle. François Hollande a redit qu'il était européen, mais finalement, je me suis dit en le lisant, la dernière fois que le président s'est mouillé dans une affaire européenne, c'était Mitterrand sur Maastricht. Il n'a pas hésité à faire un débat public avec Philippe Seguin, tout le monde s'en souvient. Et donc, ça a passé grâce à lui. Je trouve François Hollande trop timide. Et je trouve Nicolas Sarkozy trop osé. Et puis, j'aime pas ce qu'il dit dans cette tribune sur le plan... Notamment Ben, Schengen, c'est pas du tout une bonne idée, très clairement, encore une fois. Le code de la route, il est fait pour être respecté. On va pas enlever le code de la route au motif qu'il y a des fraudeurs. Vous voyez, il faut contrôler ça. Et puis, deuxièmement, ce que j'ai bien aimé, c'est le renforcement du couple franco-allemand, qui est vraiment une haute nécessité, et une zone économique franco-allemande. Moi, ça m'irait assez bien. Ça vous a choqué qu'il n'appelle pas à voter pour l'UMP dans cette tribune? C'est pas mes affaires. C'est pas vos affaires. Néanmoins, on pourrait penser que l'UDI et le MoDem, l'alternative, eh bien, profitent de la crise qui couve à l'UMP, et puis profitent aussi du désamour du président de la République vis-à-vis du président de la République et du Parti socialiste qui est dans une situation bien délicate. Oui, en réalité, l'UDI est une organisation en constitution. C'est une organisation qui a 1 an et demi d'âge. Deuxièmement, UDI et MoDem. UDI d'abord. Et puis ensuite, l'alliance avec le MoDem complique encore un peu le jeu de la compréhension. Pourtant, c'est une nécessité parce que sur l'Europe, nous pensons exactement la même chose. Tout ça fait, je dirais, une certaine... Il y a un petit papier transparent entre l'électeur et nous. Le temps que ça se digère et le temps qu'on trouve un leader capable de porter ça. Il faut encore un peu de temps, bien entendu. Vous manquez d'un leader? Borloo s'est retiré. Et ça nous manque cruellement. Mais vous avez François Bayrou. Oui, mais Bayrou n'ose pas trop aller dans la vie intérieure de l'UDI, bien pour l'instant en tout cas. Je parle pour les centristes en général. Bayrou pourrait les centristes en général, pour les européennes, c'est Bayrou actuellement qui, très clairement, qui tire la charrue. Qui tire la charrue et le propos. D'accord. Mais et le message de Borloo qu'il vous a envoyé ça vous a beaucoup ému, non? Écoutez, c'est assez touchant parce que d'abord, sur le fond, c'est un Européen, il dit les choses et il invite à ce qu'on suive ce propos. Très bien. Après, il y a l'image de l'homme. Je dois dire qu'en quelques mois, moi je ne l'ai pas vu depuis fin janvier, j'avais devant moi presque quelqu'un d'autre, qui est à la fois engagé et distant. On voit que la maladie l'a fait vraiment beaucoup souffrir. On voit qu'il est encore en train de recouvrer ses forces. Au fond, on voit que tout ça est assez fragile. Il va revenir, vous savez de quoi il est atteint? J'ignore, donc je ne sais pas. Je pense tout simplement, me dit-on, qu'il est en convalescence. Il vous manque? Clairement. Il vous manque. Vous savez, un parti sans leader, c'est vraiment une voie éraillée. Hein. Quand on voit ce qui se passe à l'UMP, est-ce que Copé, d'après vous, va être obligé de démissionner? J'en sais rien. Là aussi, c'est pas mes affaires, mais enfin, c'est pas glorieux. D'accord. Alors, Guy Verhofstadt sera un des candidat à la présidence de la Commission européenne, parce que pour la première fois, eh bien, les chefs d'État et de gouvernement vont être obligés de tenir compte du vote, justement, au Parlement. En fonction de la majorité qui se dégagera au Parlement, eh bien, on aura un président de commission qui sera un centriste, plutôt de gauche ou plutôt de droite. Est-ce que d'abord, vous pensez que les chefs d'État et de gouvernement vont respecter ce choix? Oh, c'est une bonne question. Le choix des électeurs. Oui, mais c'est une bonne question parce qu'il y a des tentations, à mon avis, et même probablement déjà des tentatives pour essayer de dire, bon, on vous a montré un tel, mais nous, la droite européenne, nous voulons ça. Nous, la gauche européenne, eux, ils oseront pas trop, je pense, parce qu'ils ont tellement mouillé Martin Schulz dans la campagne que ça ferait quand même très étrange. Mais enfin, tout ça va être quand même des manœuvres. Simplement, les chefs d'État et de gouvernement doivent savoir une chose. Le Parlement, qui déjà a des relations exécrables avec le Conseil ces derniers mois, parce que le Conseil s'est comporté en impérator, faut que le Conseil, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, sachent que si on passe par-dessus les résultats du suffrage, ça se passera très mal et la Commission ne sera pas votée. Et deuxièmement, des commissaires ne seront probablement pas acceptés. Si elle n'est pas adoubée par le Parlement, elle ne peut pas s'installer. De toute façon, c'est la loi, c'est le traité. D'accord. Et si on manœuvre dans notre dos, ça se passera très mal. Déjà que l'ambiance n'est pas bonne et qu'en plus là, nous sommes tous engagés à faire élire le candidat qu'on choisissait. Donc ça veut dire que nous respecterons le résultat du suffrage. S'il y a des gens qui manœuvrent dans notre dos pour ne pas le respecter, ça se passera très mal. Souvenez-vous, Buttiglione, le commissaire
Italien il y a 5 ans, hein, il est resté 3 jours à Bruxelles, il a fait ses bagages et il est reparti. Alors normalement, la majorité ira soit aux socialistes européens, soit au PPE. Dans ces conditions-là, Guy Verhofstadt peut quand même tirer son épingle du jeu. Justement, c'est dans ces conditions où les deux forces les plus importantes du Parlement sont à peu près équilibrées qu'une troisième force peut jouer en effet un jeu, je dirais, de synthèse. C'est un très grand Européen, Verhofstadt. Par conséquent, on ne peut pas le disqualifier en fonction de ça. Et par ailleurs, il est capable de trouver des majorités. Et est-ce que, combien de députés visez-vous pour le groupe, justement, centriste et libéraux? Écoutez, il nous en faudrait une bonne dizaine quand même, ce serait bien. Ce serait la moindre des choses, quoi. Mais le climat est assez difficile, donc je suis incapable de faire un pronostic. Et d'ailleurs, vu la pluie qui est tombée sur la Hollande ce matin, qui naturellement, encore une fois, ne m'attriste pas. Ça peut laver tous les pronostics. Ça peut faire changer l'épaisseur du trait qui, dans le sondage, est important. Vous parlez de 10 pour les Français. Oui. Mais sur le plan, pas pour les Français, pour les centristes français. Pour les centristes français, mais pour les centristes et libéraux européens globalement, sur les 28. Écoutez, Guy espère quelque chose entre 80 et 100, mais je suis incapable de donner la moindre solidité à ce genre de prévision, parce que je remarque quand même une chose, j'ai l'impression que l'électeur se défausse beaucoup de tout ce qui est média officiel, et le sondage c'est un média officiel. D'accord. Cette campagne, est-ce que vous l'avez menée comme vous l'avez souhaité, personnellement? Je l'ai menée avec beaucoup d'ardeur, parce que j'aime bien ça. L'affaire européenne me semble l'affaire de l'avenir pour tout le monde. Mais c'est vrai que trouver de l'espace dans un certain nombre de médias, dans un délai qui était très court, et traiter des thèmes de fond, plutôt que la bataille de Niafran et du Guignol de Lyon, vous savez, un tel contre un tel, ça a été difficile. Les Allemands, eux, parlent des thèmes, et derrière il y a un débat. Les Français parlent seulement des joutes. Est-ce qu'il faudrait une procédure pour limiter le nombre de listes, par exemple, en Ile-de-France, il y a plus de 20 listes, dans certaines circonscriptions. En Ile-de-France, vous rigolez, il y en a 31. 31 oui, bien sûr, clairement, il faudrait une procédure. Oui, comment on fait? Je n'ai pas bien réfléchi, il faut voir un constitutionnaliste sérieux pour travailler avec ça. Mon ami Guy Carcassonne n'est plus là, hélas. Mais je pense que ça égare les lecteurs et puis je dirais que ça corrode, ça érode la légitimité et la solennité du suffrage. Je suis par ailleurs partisan, et je vous l'indique, que le vote soit obligatoire en France, comme il est en Belgique et au Luxembourg, à condition de reconnaître le vote blanc, évidemment, parce qu'on n'a pas le droit de ne pas voter. C'est pas un droit, c'est un devoir. Eh bien, c'était le talk Orange Le Figaro de Jean-Marie Cavada qui nous dit il faudrait que le vote soit obligatoire en France, pas uniquement pour les européennes. Et pour ce qui est des européennes, il appelle de ses voeux qu'à la prochaine élection au Parlement, il y ait 2 urnes, avec une urne dans laquelle on vote pour le prochain président de la Commission européenne et une autre urne dans laquelle on met son bulletin pour les eurodéputés. Jean-Marie Cavada, merci. Il vous remercie.